demandé de faire un cours sur les encéphalites infectieuses et post-infectieuses de l'enfant. Alors, on va suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction. On va définir déjà c'est quoi une encéphalite, une classification physiopathologique et éthiopathogénique. Et puis, on va entamer avec les encéphalites infectieuses. On va traiter également les encéphalites post-infectieuses. On va parler un petit peu du pronostic et on va finir par un algorithme. Alors, vous savez que les encéphalites représentent des tableaux cliniques, des tableaux neurologiques très graves qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital, à la fois le pronostic vital et neurologique. Ils sont responsables de séquelles neurologiques à la fois cognitifs et moteurs. Et c'est pour cela que j'insiste sur le fait qu'il faut faire... Voilà. J'insiste sur la nécessité d'un diagnostic et d'une prise en charge précoce pour prévenir effectivement les séquelles neurosensorielles. Alors, le diagnostic, il repose sur les critères de l'International Encephalitis Consortium. Ce sont des critères cliniques, biologiques et des critères de la neuroimagerie. Et je pense que M. Bousfiha tout à l'heure l'a bien vraiment souligné. Ce n'est pas un diagnostic facile, c'est une concertation, c'est un raisonnement clinique, c'est une décision entre infectiologue, neuropédiatre et radiologue, mais c'est très important. Et d'ailleurs, les médecins qui sont de garde, à chaque fois on leur dit lors des visites, devant tout trouble de conscience, fébrile, pensez à l'encéphalite. C'est une encéphalite jusqu'à preuve du contraire. Alors, je rappelle toujours, c'est une urgence neurologique très grave. C'est quoi déjà le terme encéphalite? C'est une inflammation, d'accord, qui est responsable d'un dysfonctionnement cérébral aigu. Et ce dysfonctionnement cérébral peut être d'origine infectieuse. Ce sont les causes les plus fréquentes, dominées par les causes virales, et notamment l'herpès simplex virus. Il y a également les causes non infectieuses, notamment auto-immunes. C'est un groupe qui est quand même très important dans l'encéphalite, surtout que ces dernières années, il y a eu de nouveaux auto-anticorps, et c'est très important de les connaître pour bien sûr les prendre en charge de façon précoce. Malgré les progrès de développement concernant le diagnostic, notamment des PCR, il faut savoir que 40 à 60% des encéphalistes restent sans cause identifiée, même dans les grands centres hospitaliers. Alors, mais il faut savoir, je voulais insister, il faut d'abord exclure et traiter une encéphalite infectieuse avant de penser à une encéphalite auto-inflammatoire. Si vous sortez avec ce réflexe, ça c'est très important. D'abord, traiter, chercher une cause infectieuse qui est curable, d'accord, avant d'aller explorer une cause auto-immune, parce que le pronostic vital est mis en jeu. Alors, les encéphalites aiguës chez l'enfant, il y a plusieurs étiologies, mais il faut savoir qu'il y a deux grands mécanismes. Il y a les encéphalites, c'est très important, les encéphalites infectieuses et les encéphalites immunomédiées. D'accord? Alors, pour les encéphalites infectieuses, elles sont en rapport avec une réplication, c'est-à-dire une multiplication virale directe au niveau du parenchyme cérébral. Alors, deux situations. Soit cette réplication virale va être contrôlée grâce à l'immunité innée, soit c'est une réplication virale qui est incontrôlée parce que certains virus neurotropes vont provoquer une réaction inflammatoire très importante, vont entraîner une réaction inflammatoire vraiment très importante. D'accord? C'est le cas des herpès virus qui vont donner des encéphalites nécrotiques hémorragiques graves. D'accord? Parce que le virus, il a échappé au contrôle de l'immunité innée. Alors, il y a la deuxième partie, ce sont les encéphalites immunomédiées. D'accord? Alors, deux entités très fréquentes, ce sont les encéphalites post-infectieuses.
D'accord. Alors, il y a les encéphalites post-infectieuses, c'est par mécanisme auto-humain. D'accord. Et souvent, il y a une infection qui va déclencher le processus immunitaire. C'est la formation de complexes anticorps et qui vont attaquer les antigènes neuronaux. D'accord. Et puis, les encéphalites auto-immunes, ce sont des encéphalites à auto-anticorps. D'accord. Et sont confirmés par la mise en évidence d'auto-anticorps au niveau du liquide céphalorachidien. Alors, c'est très important cette distinction parce qu'elle a un impact thérapeutique et pronostique. La prise en charge, elle est différente. Dans les encéphalites infectieuses, c'est soit le traitement antibiotique ou antiviral. Par contre, dans les encéphalites immunomédiés, puisqu'ils sont immunomédiés, ce sont des traitements immunomodulateurs. Est-ce que c'est clair? Alors, sur le plan classification physiopathologique, dans les encéphalites infectieuses, on a dit que c'est une invasion directe par réplication, par multiplication virale dans le système nerveux central. Alors, les agents pathogènes responsables des encéphalites sont souvent en première tête vient l'herpès simplex virus, suivi du virus zona varicelle. En fait, ce sont des virus de la même famille. D'accord. Il y a également les entérovirus qui sont fréquents chez les tout petits nourrissons, moins de 1 an. Et ce sont des encéphalites saisonnières. Le parécovirus également, il y a l'émergence de ce parécovirus, surtout chez les nourrissons moins de 6 mois. D'accord. Actuellement, puisque l'épidémiologie des encéphalites est évolutive, on commence à avoir même des encéphalites à arbovirus. Il ne faut jamais oublier les encéphalites au Mycobacterium tuberculosis dans notre contexte. Il faut penser à la méningo-encéphalite tuberculeuse dans un contexte particulier, bien sûr. Alors, j'ai dit que le mécanisme, c'est un agent infectieux qui va pénétrer et qui va se multiplier activement au niveau du parenchyme cérébral et il va être à l'origine de lésions hémorragiques, de nécrose et d'œdème cérébral. Alors, sur le plan IRM, et je pense que Mme Chibani va tout à l'heure bien parler de l'imagerie, les causes infectieuses touchent préférentiellement la substance grise. C'est très important, ça touche essentiellement la substance grise. Bien sûr, le traitement repose sur des anti-infectieux qui peuvent être soit des antibiotiques ou des antiviraux. Alors, je passe à l'autre mécanisme qui est l'encéphalite auto-immune ou post-infectieuse. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement une réaction immunitaire inappropriée. D'accord? Inappropriée et qui va attaquer les antigènes neuronaux. D'accord? Alors, il y a plusieurs entités, mais je vais citer les principales. C'est les ADEM, les encéphalomyélites aigus disséminés. C'est les encéphalites aux anticorps anti-NMTA, ce sont les récepteurs anti-NMTA. Et les anticorps anti-MOG ou les MOGAD. D'accord? Bon, il y a d'autres encéphalites qui sont plus ou moins rares. Alors, le mécanisme dans ces encéphalites, j'ai dit que c'est une infection qui déclenche a posteriori une réaction auto-immune qui va attaquer le parenchyme cérébral et c'est une atteinte qui touche préférentiellement la substance blanche. C'est très important parce que vous êtes amené à faire une corrélation entre la clinique, la neuroimagerie et les résultats du SCR parce que parfois ce n'est pas du tout facile. Alors, le traitement, puisque c'est immunomédié, le traitement, ce sont les immunomodulateurs. Alors, cette distinction, elle est cruciale parce qu'il y a deux traitements opposés. Il y a l'antiviral, il y a les corticoïdes. Donc, c'est très important de distinguer, de faire un diagnostic rapide et même étiologique pour démarrer une prise en charge précoce. Alors, la définition, elle est basée sur les critères du consortium international. Alors, selon le consensus international, il faut qu'il y ait un critère majeur et 2 critères mineurs pour poser le diagnostic de l'encéphalite. Alors, parmi les critères majeurs, ils sont obligatoires. Ils sont obligatoires. J'insiste sur l'altération de l'état mental. Et je sous-entends par altération de l'état mental, altération du niveau de conscience, la léthargie, le changement de comportement. Attention,
le changement de comportement est un signe d'encéphalite. Hier, on avait admis un malade qui avait une agitation, des troubles de comportement à type d'hallucination, et le médecin n'a pas su que c'est une encéphalite parce qu'il attend les troubles de conscience. C'est pas parce que même Riyab, c'est pas une encéphalite. Attention, quand je dis troubles de comportement, c'est les hallucinations, l'agitation, la désorientation, la confusion, d'accord? C'est l'irritabilité, c'est ce qu'on appelle les émotions, la labilité émotionnelle, c'est-à-dire c'est le passage rapide des pleurs au rire. C'est un trouble, ce sont des signes d'encéphalite. D'accord? Il ne faut pas attendre les troubles de conscience pour dire les troubles de comportement dans un contexte de fièvre, et le malade il avait 40 de fièvre, hein, et les troubles de comportement dans un contexte de fièvre, ce sont des signes d'encéphalite. D'accord? Donc j'ai dit la léthargie, les troubles de comportement durant plus de 24 heures sans cause évidente. Ce n'est pas un malade traumatisé, ce n'est pas un malade qui vient d'avoir un traumatisme ou un malade épileptique. Ce n'est pas un patient qui a une encéphalopathie, parce qu'il faut distinguer encéphalopathie et encéphalite. Attention, les encéphalopathies, ce sont des causes non inflammatoires, métaboliques, toxiques, d'accord? Maintenant, je parle des encéphalites. J'insiste, ce sont des causes inflammatoires, d'accord? Alors, et puis, il y a les critères mineurs. Alors, les critères mineurs, vous avez la fièvre dans les 72 heures qui suit l'admission, des crises convulsives nouvelles, parce que là, c'était en anglais, j'avais traduit, donc les crises épileptiques de nouveau. Ce sont les crises épileptiques nouvelles, d'apparition récente, non attribuables à une autre cause. Les signes, le troisième critère mineur, ce sont les signes neurologiques focaux. Et je sous-entends par les signes neurologiques focaux l'aphasie, les déficits moteurs. D'accord? Le quatrième critère mineur, c'est la présence d'une plécytose au niveau du LCR. D'accord? Et puis, les anomalies IRM évocatrices d'une encéphalite. Le sixième critère, ce sont les anomalies électriques compatibles avec une encéphalite. Alors, pour parler d'encéphalite, il faut qu'il y ait un critère majeur obligatoire et au-delà de 2 critères mineurs. Si vous avez plus de 3 critères mineurs, bien sûr avec un critère majeur, c'est une encéphalite probable ou confirmée. Si vous avez uniquement un critère majeur et 2 mineurs, c'est une encéphalite possible. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, quand on parle d'encéphalite confirmée, il y a 3 éléments. Soit elle est confirmée par PCR, dans certaines études, ils parlent de confirmer, soit elle est confirmée par PCR positif au niveau du LCR, soit par la mise en évidence d'auto-anticorps positifs dans les encéphalites auto-inflammatoires, soit par biopsie cérébrale. D'accord? Alors, sur le plan étiologique, on parle d'inflammation d'origine infectieuse. Les étiologies virales sont très fréquentes, suivies par les étiologies bactériennes, parasitaires et fongiques. Alors, l'herpès est le premier virus responsable des encéphalites virales. Il y a également le virus zona varicelle, la listériose et la tuberculose, également les entérovirus. Il faut dire que les pathogènes sont variables selon la région géographique et selon les contextes, et l'épidémiologie, elle est très évolutive. Pour les causes non infectieuses, c'est-à-dire dysimmunitaires, on va parler des encéphalites aiguës des encéphalomyélites aiguës disséminées, qui est souvent post-infectieuse, et Madame Chahid va parler des encéphalites auto-immunes, mais attention, le diagnostic étiologique n'est effectué que dans uniquement 50% des cas. Alors, je vais enchaîner par les encéphalites infectieuses. Alors, sur le plan épidémiologique, il y avait 2 études qui ont été réalisées. C'est une étude française. Il y a la première qui a été réalisée en 2007. C'est une étude prospective de cohorte prospective qui a mis en évidence le profil étiologique des encéphalites chez les enfants moins de 18 ans. Donc, l'herpès simplex virus en première position, suivi du virus zona varicelle,
du BK et du Listeria monocytogène. D'accord. Et puis, là, c'est la deuxième étude qui a été réalisée, c'est par la même équipe de 2016 à 2019. Alors, il y avait également l'herpès qui est toujours classé en première position. Là, on constate que de 2007 à 2016, il y avait uniquement en 2007 17 pathogènes identifiés. Pourtant, en 2016, il y avait quand même 32 pathogènes identifiés. Et ça, c'est en rapport avec le développement des moyens de diagnostic, notamment de la PCR au niveau du LCR. Il y a également, on a constaté l'émergence des arbovirus, qui sont des virus transmis par des arthropodes. Et puis, on constate également que quand même un pourcentage d'encéphalite infectieuse qui reste non identifié. Alors, une orientation, comment s'orienter vers le diagnostic d'une encéphalite virale. Bien sûr, ce sont des encéphalites saisonnières. Il faut vraiment à l'interrogatoire chercher la notion de morsure de chien dans les encéphalites rabiques. C'est très important parce que parfois, il y a des fois où quand on fait rentrer un malade pour encéphalite, ce n'est qu'au 3e jour, au 4e jour, la maman va vous dire « Ah, effectivement, il y avait la notion de morsure de chien ». Il faut vraiment faire un interrogatoire très, très policier. Vaccination dans les encéphalites post-infectieuses qui peut précéder les symptômes neurologiques, notamment vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Chercher une maladie virale dans l'entourage. Sur le plan clinique, chercher un exanthème en rapport avec une rougeole, une rubéole, des entérovirus, une éruption vésiculeuse dans le cadre de la varicelle, des adénopathies dans l'infection en CMV et également des parotidites dans les infections ourliennes. Alors, le diagnostic, je l'ai dit tout à l'heure, rapidement, ce sont les critères du consortium international. Pour poser le diagnostic d'encéphalite, il faut un critère majeur et 2 critères mineurs. Alors, maintenant, je vais passer au diagnostic biologique. J'ai commencé par la PL. Vous allez me dire, pourquoi la PL avant l'imagerie? Attention, maintenant, les troubles de conscience, ce n'est pas une contre-indication à la ponction lombaire. Les contre-indications sont claires. Soit une suspicion d'hypertension intracrânienne, des signes de focalisation, certaines équipes parlent de Glasgow ou moins de 8, mais si vous avez des troubles de conscience, vous pouvez faire la ponction lombaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Madame Eilal, elle a dit non. Parce qu'il y a un problème. Quand vous retardez la PL, ça pose problème. Ouais. Pour éliminer les autres abcès en pierre. Oui, oui. Ah, oui. Donc, bon, IRM avant PL, c'est suspicion d'HTIC ou signes focaux. Sinon, la PL en urgence doit être réalisée. Alors, les paramètres. Je vais parler des encéphalites virales, puisqu'elles sont les plus fréquentes. C'est un aspect clair, une plécytose supérieure à 5, une protéinorachie légèrement élevée, une glycorachie normale. Dans les causes virales, j'insiste, c'est une glycorachie qui est normale. Bien sûr, tout LCR doit passer par la culture. D'accord ? Et je pense que notre professeur en bactériologie va confirmer. Tout LCR, avant de le passer, en PCR, il doit passer par la culture. Voilà, c'est systématique. Alors, les PCR qui sont systématiques, c'est l'herpès 1 et 2. Le même prélèvement, on va dire la culture, on va dire les... Ouais. Ici, on va faire une deuxième. Merci. D'accord. Alors, PCR herpès est le gold standard. Attention, la PCR herpès, elle peut être négative les 72 premières heures. Si vous avez une forte suspicion clinique ou radiologique, il faut faire une PCR après 72 heures. D'accord? Parce qu'il y a des faux négatifs, et on va les voir tout à l'heure. PCR de varicelle, même en l'absence de rage cutanée. PCR entérovirus, surtout dans les épidémies saisonnières chez les tout petits nourrissons moins de 1 an. La PCR parécovirus, il y a l'émergence du parécovirus chez le nourrisson moins de 6 mois. Et bien sûr, la PCR BK, c'est dans des contextes particuliers. Attention, dans le panel de PCR multiplex, il y a pas on ne recherche pas le BK. C'est une PCR à part. C'est ça. Donc, dans le panel qu'on a à l'hôpital, la PCR multiplex, le Filmari,
D'accord, donc il n'y a pas... Donc, voilà, il ne détecte pas le BK. Si vous avez un contexte de tuberculose, il faut demander la PCR BK à part. C'est clair? Ce sont des notions pratiques. Alors, la PCR BK, le mycoplasme, le BV, ce sont des contextes particuliers. Alors, ce qu'il faut faire, il faut toujours conserver 2 ml de LCR, d'accord, pour rechercher les auto-anticorps. Parce qu'on ne peut pas refaire une deuxième... Bon, on peut la refaire, mais là, on peut garder 2 ml pour rechercher les auto-anticorps si vous avez un tableau radioclinique après avoir éliminé, bien sûr, une cause infectieuse. Il faut passer pour rechercher les auto-anticorps. Donc, il faut toujours conserver 2 ml de SCR pour rechercher les auto-anticorps les plus fréquents. Ce sont les anticorps anti-NMDA et les anti-MOG. Alors, l'imagerie cérébrale, je ne vais pas insister parce que ça va être traité par Madame Chibani rapidement. L'IRM dans l'encéphalite, c'est l'examen de choix. Elle est plus performante que le scanner, d'accord? Elle est 100% pathologique dans l'encéphalite herpétique s'il est fait après 72 heures, d'accord? Alors, par contre, une IRM normale n'exclut pas le diagnostic d'une encéphalite, d'accord? Surtout si elle est faite au tout début. Alors, il y a des aspects qui orientent vers un agent pathogène. Par exemple, dans l'herpès, l'atteinte prédomine au niveau temporal médian et souvent elle est bilatérale. Dans les ADEM, les lésions sont multifocales, asymétriques et touchent essentiellement la substance blanche. Dans les encéphalites aux anticorps anti-NMDA, c'est surtout l'hippocampe et les régions temporales. Dans les encéphalites aux entérovirus, c'est surtout l'atteinte du tronc cérébral. C'est pour cela que ce sont des encéphalites très sévères. Pour les encéphalites aiguës nécrosantes, c'est une atteinte très caractéristique du thalamus. D'accord? Donc il y a des aspects qui orientent et souvent ce sont nos radiologues qui ont l'habitude et l'expérience de voir les encéphalites qui nous guident très bien dans le diagnostic des encéphalites. Mais bon, je passe parce que ça va être traité par Madame Chibani. Alors, la prise en charge thérapeutique en traitement des encéphalites infectieuses. Il ne faut jamais attendre la PCR pour démarrer un traitement. Alors, pour le nourrisson moins de 1 mois, vu qu'il y a le risque de l'hystérie, on va démarrer la tri-antibiothérapie. Ampicilline, céfotaxime, ceftriaxone et acyclovir. Moi, je vais parler du nourrisson au-delà de 1 mois. Toute suspicion d'encéphalite, d'accord, impose de démarrer la ceftriaxone et l'acyclovir, d'accord, jusqu'à avoir les résultats de la PCR. D'accord? Bien sûr, il faut toujours associer le traitement symptomatique, les antiépileptiques, la gestion de l'hypertension intracrânienne, la ventilation mécanique, ça va être traité par Madame le professeur Fakhr, et bien sûr, il y a une escalade thérapeutique. Si vous avez une PCR herpès négatif au-delà de 72 heures, sans argument clinique ni neuroimagerie, vous pouvez arrêter à ce moment-là l'acyclovir. D'accord? Alors, le traitement initial est l'hospitalisation et la désindication. L'hospitalisation en réanimation, si vous avez un Glasgow au moins de 13, si vous avez des crises convulsives répétitives, une détresse respiratoire, des troubles de comportement sévères, bien sûr, c'est des malades qui doivent être hospitalisés dans un service d'unité de soins intensifs ou de réanimation. Alors, la prise en charge spécifique en réanimation, je passe, ça va être bien détaillé par Madame Fakhr, et puis je passe à l'encéphalite herpétique, puisque c'est la plus fréquente des encéphalites virales, et puisqu'elle met en jeu le pronostic vital et neurologique fonctionnel. Ce sont des encéphalites aiguës graves par réplication virale et agression directe des neurones à l'origine de lésions nécrotiques et hémorragiques. Elle atteint préférentiellement, c'est très important, le lobe temporal insula et le cortex singulaire, et c'est l'atteinte du cortex singulaire qui va être à l'origine de ces troubles de comportement. C'est une urgence bien sûr thérapeutique, il faut prescrire le traitement antiviral sans retard. Alors, l'agent infectieux, c'est l'herpès, deux modes de contamination. Le plus souvent, c'est un contact direct par les lésions cutanées ou muqueuses,
rarement c'est un passage par voie génitale. Et ça, c'est l'apanage des encéphalites aux herpès type 2. D'accord? Alors, après, il y aura une primo-infection qui peut être asymptomatique ou symptomatique, notamment une gingivostomatite qui va se manifester par la fièvre, la douleur et la dysphagie. Après la primo-infection, il y aura une phase de latence. Vous savez que le virus n'est jamais éliminé par le corps. Il va rester en latence dans le ganglion de Gasser et s'il y a un stress ou une immunodépression, il va se réactiver. Bien sûr, associé à une prédisposition génétique. Alors, qu'est-ce qui se passe? La contamination, c'est important, cette notion-là, la voie de contamination. Il y a deux voies. Il y a la voie neuronale et la voie olfactive. Parce que pour interpréter une imagerie, il faut connaître la physiopathologie. C'est parce que la voie neuronale, c'est d'ailleurs la voie la plus fréquente de contamination cérébrale. Elle représente 70% des encéphalites herpétiques. Il va y avoir une réactivation et une réplication du virus au niveau du ganglion, d'accord? Et puis extension vers le cerveau, et ça va toucher, et ça, ce mode de transmission explique pourquoi le virus de l'herpès touche préférentiellement le lobe temporal et orbitaire. Alors, il y a la deuxième fois, c'est la fois olfactive qui fait suite à une primo-infection herpétique. D'accord? L'encéphalite, elle peut résulter soit par inoculation intranasale directe et puis invasion directe du bulbe olfactif, soit par extension le long du nerf trigymo, bien sûr, à partir d'une gingivostomatite. Alors, sur le plan clinique, comment elle se manifeste l'encéphalite herpétique? Chez le nourrisson, je le dis, je le répète, toute convulsion fébrile, focale, répétitive, partielle, associée à une altération de la conscience est une encéphalite herpétique jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Le malade, Sarah, elle est là? Il y avait un nourrisson qui a été admis avant-hier pour des crises convulsives. Attention, la somnolence, c'est pas, il faut demander à la maman. Est-ce que le nourrisson est toujours le même? Est-ce qu'il y a des changements sur le plan conscience? Parce que la maman, il fallait poser la question. L'enfant, il est somnolent par rapport à ce qu'il est d'habitude. Et la maman, elle a pris une vidéo, c'était des convulsions hémicorporelles complexes, partielles. Pourtant, il est monté des urgences et on n'a pas posé le diagnostic d'encéphalite herpétique. Il faut faire très important parce que vous pouvez ne pas voir les crises convulsives. Il faut faire un très bon interrogatoire et avoir l'habitude d'examiner les nourrissons. Le nourrisson, il était somnolent. Alors, chez l'enfant, il y a toujours une phase de début qui peut dérouiller le diagnostic, une phase d'état caractérisée par une fièvre élevée, dans 90% des cas, des troubles de comportement à type d'irritabilité, une aphasie, une altération de l'état de conscience qui peut aller d'un syndrome confusionnel fébrile jusqu'au coma, des confusions fébriles partielles complexes, d'accord, qui touchent essentiellement le membre supérieur. Un déficit neurologique focalisé peut se voir dans la moitié des cas et j'ai laissé en dernier un syndrome méningé qui est inconstant. Alors, l'IRM cérébral, c'est l'examen de choix qui doit être réalisé en première intention après l'examen clinique. D'accord? Alors, l'IRM, elle va montrer des anomalies dans 80 à 100% des cas si elle est faite au-delà de 72 heures. D'accord? Elle peut être normale si elle est faite au tout début. Elle va montrer un aspect caractéristique. Ce sont des œdèmes des lobes temporaux et de la région orbitaire des lobes frontaux. Tout à l'heure, je vous ai montré pourquoi l'herpès il siège préférentiellement au niveau des régions orbitaires et des lobes frontaux. Il va également se manifester par un hypersignal en séquence pondérée T2, un signal hypointense en T1 et une manifestation très caractéristique de l'herpès, c'est le rehaussement qui est giriforme. Hein. Le rehaussement par le gadolinium qui est giriforme, mais qui peut se voir malheureusement pas vraiment en phase précoce. Alors, qu'en est-il du scanner cérébral? Il est moins performant que l'IRM. Le scanner, il est normal dans presque la moitié des cas,
des encéphalites s'il est fait les 4 à 5 premiers jours de la maladie. Il est peu sensible. C'est vrai qu'il peut montrer des signes objectifs, mais à un stade avancé de la maladie, quand c'est déjà trop tard. D'accord? Il peut montrer des hypodensités temporales et ou frontales. Attention, parfois on peut avoir une hyperdensité en rapport avec des foyers hémorragiques. Je me rappelle une fois, il y avait, c'était le week-end, il y avait un radiologue qui nous a mis sur l'interprétation un foyer hémorragique en rapport avec un hématome. Quand on a revu le scanner avec Madame Chbeni, c'était un foyer d'encéphalite. Ah oui, parce que l'encéphalite herpétique est une encéphalite nécrosante et hémorragique. Il faut faire très attention. C'est pour cela que tout à l'heure, M. Bosfaha, il a insisté sur le fait que c'est un raisonnement clinique, c'est une corrélation entre la clinique, la neuroimagerie et les résultats de la PCR. D'accord? Alors, le message clé, le scanner est un examen d'orientation en urgence pour éliminer les diagnostics différentiels. D'accord? Alors, sur le plan biologique, bien sûr, la PL, elle s'impose après scanner ou IRM cérébral. Bien sûr, à différer, si vous avez un œdème, des contre-indications au niveau du scanner, un œdème, une déviation de la ligne médiane, bien sûr, l'APL, elle permet d'écarter la méningite, la méningoencéphalite d'origine bactérienne. D'accord? Alors, au niveau du LCR, dans le cadre d'une encéphalite herpétique, vous allez avoir une plécytose. La glycorachie, elle est strictement normale. D'accord? Le LCR, je l'ai dit tout à l'heure, peut être faiblement hémorragique. On peut avoir la présence de globules rouges au niveau du LCR. J'ai dit que c'est une encéphalite nécrotique et hémorragique. Alors, par contre, la culture elle est stérile, ça écarte formellement une cause bactérienne. Le LCR peut être normal dans 17% des cas. Et bien sûr, le diagnostic il est porté sur une PCR-herpès qui est positive. Il y a des faux négatifs pour la PCR, d'accord? En cas de, si elle est faite au tout début de la symptomatologie, d'accord, on peut avoir une PCR négative. Si vous avez une faible cellularité, vous pouvez avoir une PCR négative, ce sont les faux négatifs, ou bien chez le patient immunodéprimé, vous pouvez avoir une PCR qui est négative, d'où l'intérêt de la refaire 72 heures après, si vous avez bien sûr une forte suspicion clinique. Alors, l'apport de l'électroencéphalogramme en matière d'encéphalite herpétique, il est très sensible, mais malheureusement peu spécifique. Il permet dans 60% des cas, dans de véritables authentiques méningoencéphalites herpétiques, de montrer des aspects très évocateurs de l'herpès sous forme d'ondes stéréotypées, lentes, pointues à intervalles réguliers de 2 à 3 secondes. On peut avoir même un ralentissement. Il a un intérêt surtout dans la phase aiguë et surtout pour le suivi par la suite. Alors, quels sont les diagnostics différentiels face à une encéphalite présumée herpétique? Bien sûr, devant tout tableau d'encéphalite, évoquer une suppuration intracrânienne, un abcès, des opièmes, une thrombophlébite qui peut donner des signes neurologiques, des troubles de la conscience, une hémorragie cérébrale et bien sûr la tumeur cérébrale qui peut également coïncider avec de la fièvre. Et bien sûr, ça, vous pouvez l'éliminer grâce à l'imagerie, d'accord, cérébrale. Pour les méningites purulentes à forme encéphalitique, c'est la ponction lombaire qui permet, avec PCR multiplex, qui permet d'écarter la méningoencéphalite bactérienne. Pour les encéphalites auto-immunes, j'ai insisté tout à l'heure, si vous avez un LCR normal, gardez toujours 2 ml de LCR au congélateur pour la recherche d'anticorps après avoir écarté une encéphalite infectieuse. Alors, le traitement, c'est une urgence, bien sûr associée au traitement symptomatique. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. La cyclovir est une urgence médicale. Bon, les doses diffèrent selon l'âge. Pour le nouveau-né, c'est 60 mg kg jour. Pour le nourrisson, au-delà de 3 mois, c'est 500 mg mètre carré toutes les 8 heures. Et pour l'enfant, c'est 10 mg kg toutes les 8 heures. Pour une durée de 15 à 21 jours. J'ai mis 15 à 21 selon l'évolution clinique. Parfois, on est amené à donner 21 jours et quand vous avez une évolution
rapidement spectaculaire, vous pouvez donner uniquement 15 jours. C'est une perfusion, il est métabolisé par le rein, et attention, il faut ajuster à la clairance de la créatinine, d'accord? Et c'est une perfusion qui doit être lente, dont 250 ml de sérum salé sur, bon, minimum 12 heures, l'idéal 2 heures, minimum 1 heure. C'est clair? Alors, pour le devenir des encéphalites herpétiques, j'ai dit qu'il faut faire un diagnostic précoce parce que c'est une encéphalite qui vraiment met en jeu le pronostic neurologique. Vous pouvez avoir soit une guérison complète sous traitement si l'encéphalite est très bien prise en charge correctement et de façon efficace. Sinon, on peut avoir des troubles de la concentration, des troubles de comportement, des troubles de langage, chez des enfants surtout moins de 5 ans. Alors, la vulnérabilité génétique, ça a été très bien traité par Hamza. Mais voilà, je vais dire un petit mot pour que c'est important, la prédisposition génétique, pour 2 choses. Pour les dépistages, d'accord, génétique familiale. Et si jamais vous avez un cas, une sensibilité génétique, il faut démarrer l'acyclovir en urgence. Alors, il y a une entité, je vais passer rapidement avant d'entamer le chapitre des encéphalites post-infectieuses. C'est une entité nouvellement décrite. Ce sont les encéphalopathies déclenchées par une infection ou para-infectieuse. Ça a été publié dans le journal de neurologie en 2025. C'est une entité qui a été malheureusement mal définie auparavant. En fait, ils sont ni post-infectieuses ni auto-immunes, c'est entre les deux. Ils ont des caractéristiques cliniques communes, une fièvre, d'accord, précédant ou accompagnant le début des manifestations neurologiques. Par la suite, c'est un nourrisson qui va faire 2 jours après une fièvre, il va faire rapidement une diminution ou altération d'état de conscience, une léthargie et un changement de comportement. Alors, les principaux syndromes, je passe rapidement parce qu'ils ont des caractéristiques, ça va être détaillé par Madame Chbani. C'est l'encéphalopathie aiguë avec crise biphasique et réduction diffuse tardive, d'accord? Le diagnostic se fait sur l'IRM cérébral. Il y a une entité qui est qui est très grave, mais qui est elle est rare, mais elle est grave. C'est l'encéphalopathie nécrosante aiguë, et on avait un malade qui a été hospitalisé en réanimation, si tu te rappelles, le tout petit nourrisson, il avait présenté des symptômes respiratoires, fièvre, syndrome grippal. 2 jours après, rapidement, il fait des troubles de conscience, des crises convulsives, il part en réanimation et c'était une encéphalite nécrosante aiguë. Elle est très rare, mais elle est grave. D'accord ? C'est des malades qui sont souvent intubés, ventilés. Et sur le plan IRM, c'est un aspect typique de lésion au niveau du thalamus. D'accord ? Souvent, ce sont des encéphalites post-grippe. Il y a l'encéphalopathie, le MERS, vous le connaissez, c'est l'encéphalopathie bénigne avec lésion réversible du corps calleux. C'est très caractéristique du MERS. Il y a l'œdème cérébral aigu fulminant, ce sont les malades qu'on avait diagnostiqués auparavant comme des hyperthermies majeures. Or, ce n'est pas des hyperthermies majeures, c'est tout simplement des œdèmes cérébrales aigus fulminants ou des chocs aigus avec encéphalopathie et défaillance multiviscérale. Là également, vous allez avoir sur l'imagerie un œdème cérébral très important. Voilà. Pour les encéphalites post-infectieuses, tout à l'heure on a parlé des encéphalites infectieuses par réplication virale, directe au niveau du parenchyme. Maintenant, on va parler des encéphalites post-infectieuses qui sont secondaires, qui sont immunomédiées, qui sont secondaires à une réaction immunitaire inappropriée et la formation de complexes qui vont se diriger contre les antigènes neuronaux. Ça peut être les antigènes de la myéline. Ça va rapidement, quelques diapos. D'accord, donc il faut chercher un délai post-infectieux. Souvent, il y a une infection qui déclenche l'encéphalite post-infectieux et c'est très important ce délai post-infectieux parce qu'il témoigne d'une cause immunologique. D'accord ? La PCR au niveau du SCR, elle est négative, d'accord, systématique. 3 principales entités, l'ADEM, les anti-NMDA et les anti-MOG. Et bien sûr, puisque c'est un mécanisme immunologique, le traitement repose sur les immunomodulateurs. La définition de l'ADEM, selon le groupe international, quelques minutes et je termine, selon le groupe international de la sclérose en plaques pédiatrique, c'est une maladie démyélinisante monophasique
avec une atteinte polyfocale. D'accord? Premier critère, atteinte polyfocale avec des signes cliniques multifocaux d'origine inflammatoire. Deuxième critère, troubles de conscience et de comportement. Troisième critère, une IRM caractéristique avec atteinte de la substance blanche bilatérale. Bien sûr, un contexte épidémiologique. Et le caractère monophasique. Toute récidive doit faire penser à la sclérose en plaques. Alors, je passe. La ponction lombaire, le SCR, il est normal dans 25% des cas. On peut avoir une plécytose lymphocytaire, une légère hyperprotéinorachie. Les bandes oligoclonales, elles sont présentes, mais elles sont transitoires. Si jamais c'est un malade qui va garder les bandes oligoclonales, attention, ça peut évoluer soit vers l'ADEME multiphasique ou vers la sclérose en plaques. D'accord? Alors, l'APL, elle guide le diagnostic différentiel d'ADEME et oriente la décision thérapeutique. Traitement, et je termine. L'objectif, c'est réduire l'inflammation. Le traitement de référence, c'est l'améthylprédnisolone. La dose, c'est 30 mg kg avec une dose maximale de 1 g par jour pendant 3 à 5 jours. Et puis, on passe à la voie orale, 1 mg kg pendant un mois avec un sévrage progressif pour éviter les rechutes. Alors, bien sûr, le traitement de deuxième intention dans les formes sévères, on peut donner les immunoglobulines. On donne une dose de 0,4 g kg par jour pendant 5 jours. Sinon, on peut donner une dose totale de 2 g kg sur 48 heures. Dans les formes sévères, on peut avoir recourir aux échanges plasmatiques. D'accord? La récidive, oui, il faut savoir confirmer la récidive, rechercher les signes de sclérose en plaques et compléter par une IRM cérébrale à la recherche des signes des critères de Barkov. Alors, rapidement, il faut chercher les facteurs de risque. Ça peut être des antécédents familiaux. Une évrité optique associée est un facteur de risque de récidive. Et bien sûr, s'il y a des critères au niveau de l'IRM. Les séquelles peuvent se voir dans 20% des cas avec une récidive possible dans 18% des cas, d'où l'intérêt d'un diagnostic et une prise en charge précoce. Voilà, je passe rapidement sur les séquelles, les troubles cognitifs, les épilepsies séquelaires, les troubles de comportement et difficultés sociales, la fatigue chronique, les troubles de langage et l'atteinte hypothalamo-hypophysaire. Et je vais conclure. L'encéphalite est une pathologie d'actualité avec des profils complexes et évolutifs. Elles peuvent engager le pronostic vital et neurologique, d'où l'intérêt et l'importance croissante de l'IRM cérébrale. Les étiologies dominées par les étiologies virales, d'accord, et les étiologies non infectieuses, ce sont les causes dites immunitaires. Voilà donc 6 messages à retenir. C'est une urgence absolue. Il faut démarrer au moindre doute la cyclovir, d'accord, sans attendre les résultats de la PCR. Le pronostic dépend de la prise en charge. Il faut faire un bilan urgent devant tout trouble de conscience fébrile ou de crise convulsive focale ou de signes de localisation. 2 cadres principaux à retenir, l'encéphalite herpétique et l'encéphalite auto-immune, notamment l'ADEME. Elle est très très fréquente chez l'enfant et elle est très cortico-sensible. Bien sûr, les perspectives sur le plan génétique, chercher une prédisposition génétique, et j'insiste sur le fait. La victoire contre l'encéphalite ne se mesure pas seulement à la survie, mais à la qualité de vie. Et je vous remercie. Désolée pour le retard.